Un immeuble résidentiel de Moscou a été touché par une frappe de drone ukrainienne, à quelques jours à peine du défilé du jour de la victoire dans la capitale russe. Pour l'eurodéputé Bernd Lange, la menace de Donald Trump d'imposer 25% de droits de douane sur les voitures européennes viserait l'Allemagne, après les critiques du chancelier Friedrich Merz sur l'Iran. 3 personnes sont mortes des suites d'une grave infection contractée sur un navire de croisière dans l'Atlantique. Les autorités suspectent un foyer d'un agent pathogène appelé hantavirus. L'ex-maire de New York, Rudy Giuliani, a été hospitalisé dans un état critique en Floride. Ancien avocat de Donald Trump, il a accumulé ces dernières années les déboires avec la justice américaine. L'Ukraine a lancé une attaque de drone sur Moscou dans la nuit de dimanche à lundi, frappant un immeuble résidentiel de la capitale russe. Le maire de Moscou a confirmé l'incident, affirmant que les défenses aériennes avaient intercepté le drone et qu'il n'y avait pas eu de victimes. Cependant, des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des dégâts visibles aux étages supérieurs de la tour Mosfilm, un immeuble résidentiel situé à seulement 7 km du Kremlin. Des débris du drone jonchaient la rue en contrebas, tandis que les équipes d'urgence intervenaient sur les lieux. Cette frappe survient à quelques jours du défilé de la journée de la victoire le 9 mai. Les autorités russes ont considérablement renforcé la sécurité et des centaines de systèmes de défense aérienne auraient été transférés vers la capitale. Le gouvernement russe a annoncé que le défilé de cette année serait considérablement réduit et qu'il se fera sans matériel militaire. La décision du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur les voitures de l'UE est motivée par des considérations politiques et vise directement les constructeurs automobiles allemands, a déclaré lundi à Euronews le député européen Bernd Lange, président de la commission du commerce du Parlement européen. This is a political decision. He is really angry against Germany. We just heard it. And I'm convinced that in this context, he also targeting specifically German car manufacturers. And this will perhaps lead to an extra tariff volume from about 15 billion. So that's really serious. And of course, there are no legal or no economic reasons for that. This is really politically against Germany. Ces propos de Bernd Lange interviennent quelques jours seulement après la menace de Donald Trump d'imposer des nouvelles barrières douanières. Une décision qui sonne comme une réponse brutale aux critiques du chancelier allemand Friedrich Merz concernant l'intervention américaine en Iran. Le président américain ne décolère pas, il accuse ouvertement ses alliés européens de faire cavalier seul en refusant de contribuer aux opérations militaires de Washington. Pourtant, si ces taxes entrent en vigueur cette semaine, elles briseraient un engagement historique. Ce projet enfreint directement le plafond de 15% qui avait été convenu en juillet 2025 lors du sommet entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. À l'époque, cet accord était censé ramener la paix commerciale après des mois de turbulences liées au retour du protectionnisme américain. Mais aujourd'hui, Bernd Lange le concède, cette trêve semble plus fragile que jamais. Le cours du brut reste toujours instable après que Donald Trump a annoncé le lancement de l'opération Projet Liberté, qui doit débloquer des navires coincés depuis 2 mois dans le détroit d'Ormuz. Le président américain, qui a déclenché les hostilités contre l'Iran le 28 février dernier avec Israël, a évoqué un geste humanitaire et de bonne volonté qui doit impliquer des destroyers lance-missiles, plus d'une centaine d'aéronefs et 15 000 soldats. Mais Téhéran a rapidement rétorqué que toute intervention américaine dans le détroit d'Ormuz serait considérée comme une violation du cessez-le-feu. Malgré les tensions géopolitiques, les marchés font preuve de résilience. Dans les échanges boursiers asiatiques de la nuit, l'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 1,4%. Les achats massifs de valeurs technologiques ont fait grimper le Kospi sud-coréen de 3,8%, tandis que le TAIEX taïwanais a bondi de 4,2%. À Wall Street, le S&P 500 a grimpé de 0,3% pour atteindre un nouveau record historique avec 84% des entreprises ayant dépassé les estimations des analystes. Le secteur pétrolier reste lui volatile. Si la flambée des prix du brut a profité aux bénéfices d'ExxonMobil et de Chevron, les 2 sociétés ont vu leur cours de bourse baisser vendredi. Lundi matin, sur le marché des changes, le dollar a augmenté face au yen japonais, tandis que l'euro a légèrement reculé. 3 passagers d'un navire de croisière ont perdu la vie suite à une grave infection, vraisemblablement liée à un foyer de hantavirus. 3 autres personnes à bord du navire néerlandais sont également tombées malades.
dont un passager qui a été transporté en urgence dans un hôpital en Afrique du Sud. L'hantavirus est un agent pathogène qui provoque des détresses respiratoires et cardiaques, ainsi que des fièvres hémorragiques potentiellement fatales. Dans la majorité des cas, il se transmet des rats aux êtres humains via une morsure ou par les déjections des rongeurs. Entre 150 000 et 200 000 cas d'infection par le hantavirus sont recensés chaque année dans le monde. Mais la transmission d'humain à humain est extrêmement rare. Le paquebot MV Ondius, battant pavillon néerlandais, a quitté l'Argentine il y a 3 semaines pour une croisière à destination des îles Canaries. Actuellement amarré au large du port de Praia au Cap-Vert, il transporte environ 70 membres d'équipage et 150 passagers, dont 5 Français. Les Touaregs du Front de libération de l'Azawad, FLA, et les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui a prêté allégeance à Al-Qaïda au Sahel ont continué vendredi à s'emparer de nouveaux avant-postes au Mali. Dans le nord du pays, ils ont chassé les forces gouvernementales et leurs alliés russes de la base militaire de Tessalit, a déclaré à l'AFP un représentant du groupe séparatiste FLA. Selon l'expert Thierry Vircoulon, au cours d'une semaine d'offensive massive contre les positions de la junte dirigée par Assimi Goïta, les rebelles ont pris la ville symbolique de Kidal et tué le principal soutien de la présence de Moscou dans le pays, le ministre de la Défense Sadio Kamara. Le problème principal de Moscou, c'est de pouvoir dégager des ressources pour les réinjecter au Mali, puisqu'on voit que depuis que la situation militaire s'est dégradée au Mali, et ça fait quand même 2 ans après, Moscou n'a pas augmenté sa présence paramilitaire au Mali. Donc on voit bien qu'ils arrivent peut-être aux limites de leur capacité et que c'est difficile de faire la guerre sur plusieurs fronts. En 2025, les combattants du corps africain, une unité du ministère russe de la Défense, a remplacé le groupe Wagner au Mali. Aujourd'hui, ils sont entre 2000 et 2500 déployés dans le pays. Mais pour maintenir une présence russe au Mali, compter uniquement sur des mercenaires ne suffit pas, estime l'expert. C'est une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner dans le fond. Et donc, ils peuvent peut-être ajouter des moyens aériens pour bombarder, comme ils l'ont déjà fait, les zones rebelles, etc. Parce que c'est une guerre de guérilla dans un pays pour lequel la Russie n'a pas tellement d'implantation, ne connaît pas très bien, n'a pas tellement de capacité de renseignement. Et c'est ce type de guerre, là, on l'a montré, on l'a vu en Afghanistan. Après une semaine d'affrontements, les troupes gouvernementales et leurs alliés russes du corps africain ont accepté de se retirer de plusieurs villes sans combattre, y compris Kidal, dont la reprise était la seule grande victoire de cette alliance. Ils avaient repris le contrôle de la ville en 2023. Selon Thierry Vircoulon, les rebelles contrôlent jusqu'à 70% du territoire malien. La chute de Bamako, même si elle est considérée comme peu probable, pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans un scénario où la junte finirait par s'effondrer, évidemment, tout le monde pense au scénario syrien. C'est-à-dire, en Syrie, les choses se sont retournées extrêmement vite contre la dictature de Assad et la Russie a dû négocier la sortie de ses troupes très rapidement. Et donc, on imagine que si on se retrouvait dans la même situation, là aussi, elle négocierait très rapidement la sortie de ses troupes du Mali avant que les insurgés prennent le pouvoir à Bamako. L'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, est hospitalisé dans un état critique mais stable depuis ce dimanche en Floride, a annoncé son porte-parole Ted Goodman, sans donner plus de détails sur ses problèmes de santé ni sur le nom de l'hôpital, et a appelé à prier pour celui que l'on appelle le maire de l'Amérique. Ancien procureur à Poigne, Rudy Giuliani s'est fait connaître en portant de rudes coups à la mafia new-yorkaise et avait été loué pour sa gestion de l'après-attentat du 11 septembre 2001. Il s'est également présenté à la primaire républicaine pour l'investiture présidentielle en 2008, qui s'est soldée par un échec cuisant. Dans les années 2010, Rudy Giuliani s'est rapproché de Donald Trump et est devenu son proche conseiller et avocat dès son premier mandat présidentiel en 2017. Mais en 2023, il est rattrapé par la justice et est condamné à verser 148 millions de dollars de dommages et intérêts pour diffamation sur fond d'accusation de triche électorale lors de l'élection présidentielle de 2020, au cours de laquelle il a joué le rôle de fer de lance lors de la campagne pour tenter de faire invalider les résultats du scrutin présidentiel, qui avait été remporté par le démocrate Joe Biden. Il a depuis été radié des barreaux de New York et de Washington.
Berlin, longtemps la destination touristique par excellence en Allemagne, semble désormais perdre de son attrait. Alors que la capitale allemande enregistrait 34 millions de nuitées en 2019, ce chiffre est tombé à seulement 29,4 millions en 2025, soit une baisse de près de 15%. Depuis près de 2 décennies, le guide touristique Reinhold Steinle fait découvrir Berlin aux visiteurs, en particulier son quartier fétiche de Neukölln. Selon lui, les causes de ce désaveu sont évidentes. Einerseits beklagen sich wirklich viele über die Sauberkeit, also die sind eher erschrocken über die Verschmutzung. Die Verkehrssituation empfinden viele auch als sehr schwierig. Zugausfälle, S-Bahn-Ausfälle, überfüllte Busse und das sorgt für viele auch für Frust. Mais les acteurs du secteur culturel soupçonnent une autre cause. Berlin était autrefois la capitale mondiale de la techno. Or aujourd'hui, de plus en plus de clubs et d'espaces culturels sont contraints de fermer. Ludwig Schieben est lui aussi confronté à ce problème. Il dirige le célèbre Humboldt-Hain Club dans le nord-ouest de Berlin. Mais la construction d'un hôtel à proximité menace son établissement. Das Problem, wenn ein Hotel da gebaut wird, die Leute wollen auch schlafen. Und wenn diese Fenster in Richtung zum Club gehen, dann ist eben die Gefahr da, dass da Lärmanzeigen kommen und dass über kurz oder lang der Club schließen muss. C'est un problème qui touche environ la moitié des clubs berlinois d'une manière ou d'une autre, selon le groupe d'intérêt Club Commission.